On a eu une première levée de fonds en 2012 où on a levé un peu plus de 30 millions. Deuxième levée de fonds 160. Troisième levée 300 millions. C'est bon ça. Nous, on avait ce rêve de créer le plus grand réseau immobilier du monde. Moi, j'ai jamais connu ma mère. J'ai vu mon père mourir à l'âge de 5 ans. C'est une enfance qui marque, mais ça m'a appris à rêver. Les plus belles des réussites sont faites par des gens qui sont ordinaires, mais qui avaient une détermination extraordinaire. Je suis la preuve vivante que la détermination, les rêves, la vision permettent d'aboutir à tout ça. Ça a été quoi un des moments les plus durs dans le développement d'IAD? Les débuts ont été un peu compliqués. On ne nous a pas fait de cadeaux. On a dû être contrôlé depuis l'existence d'IAD. Je crois qu'on en est à 500 fois. Je me prétends être juste un entrepreneur qui a rencontré le succès, mais je n'ai pas la science infuse et je ne prétends pas être un mentor. Parce qu'on va revenir sur ton histoire. C'est quand même incroyable, de ce que je comprends, tu étais orphelin. Ouais. Passer de orphelin à avoir participé à créer une boîte dans 8 pays, aux US, à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, avoir démarré en plus en bootstrap, rentable, ça fait quoi? Je te cacherai pas, j'en suis extrêmement fier, mais bien évidemment, mais j'ai l'intime conviction qu'il y avait une mission derrière tout ça. Dans le sens où, au-delà des chiffres, bien sûr qu'on peut être fier de tous ces chiffres, etc. Mais on est arrivé à un moment et à une période, notamment en France et dans le monde, où il y avait un changement sociétal très fort qui se préparait. Et avoir créé autant d'emplois en partant d'une vision et d'un rêve, le vrai motif de fierté, il est là. Tu peux décrire pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du coup IAD, c'est quoi la mission? Qu'est-ce qu'a fait IAD? Alors IAD, c'est le plus grand réseau de mandataires en immobilier d'Europe. À ce jour, on a environ 18 000 conseillers dans le monde. Ça a été créé donc il y a 16 ans. On a fêté le 1er mai les 16 ans d'IAD. On a un ADN qui est absolument unique. On a été les premiers à marier la transaction immobilière, le digital et le MLM. Ok. Qu'est-ce que j'ai besoin ou qu'est-ce que l'audience a besoin de savoir sur toi pour comprendre qui est Jérôme? Les plus belles des réussites sont faites par des gens qui sont ordinaires, mais qui avaient une détermination extraordinaire. Et j'avais lu ça un jour sur Internet et je me suis dit, c'est vrai. On n'a pas besoin d'être le plus intelligent, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études, on n'a pas besoin d'être issu d'une famille. Parce que je vais à l'encontre de tout ça, en fait. Et donc, je suis la preuve vivante que la détermination, les rêves, la vision permettent d'aboutir à tout ça. Donc, tu es né en Corée, c'est ça? Moi, j'ai jamais connu ma mère. J'ai vu mon père mourir à l'âge de 5 ans. C'est un trauma. Donc, ça reste dans ta tête. Et ça m'a poursuivi pendant très longtemps. Mais ce qui m'a le plus perturbé, en fait, durant toute mon existence, c'est le fait d'avoir été recueilli par ma grand-mère qui n'avait pas les moyens de m'élever et elle m'a abandonné. Alors que j'avais 5 ans, j'ai erré, elle m'a abandonné dans les rues en Corée et j'ai erré pendant 24-48 heures tout seul à l'âge de 5 ans et en train de galérer pour aller voler des petites pommes parce que je crevais la dalle. Et je me suis retrouvé en orphelinat de 5 ans à 8 ans. C'est une enfance évidemment qui est un passé lourd, c'est une enfance qui marque, mais ça m'a appris à rêver. C'est-à-dire que tu t'évadais dans ta tête en disant j'aurais pas cette vie-là en fait. C'est ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en orphelinat de 5 à 8. C'était des conditions qui étaient dures. J'ai été malmené, maltraité. Donc je m'évadais en fait dans ma tête et je rêvais pour moi d'une vie meilleure. Et je me suis en fait autoprogrammé dès 5 ans à rêver et à faire en sorte que ces rêves, je puisse m'échapper de tout ça. C'est dingue, je t'enverrai un podcast parce que je pense que tu vas l'adorer. C'est un podcast qui raconte l'histoire de Walt Disney et comme quoi en fait, en tout cas dans son monde à lui, son enfance elle est extrêmement dure. Son père il le trouve extrêmement dur. Et donc, du coup, de ça, il développe une hyper capacité dans sa chambre à imaginer des mondes, en fait, à imaginer des réalités, à imaginer le futur. Et c'est de ça que va un peu se surdévelopper cette capacité d'imagination que Walt Disney a eue pour créer
les films Walt Disney, les parcs d'attractions. Donc c'est marrant, je trouve, cet écho-là. Oui, mais en fait, c'est commun. Dans le sens où lorsqu'un enfant subit un trauma, souvent, il a cette capacité à créer son monde dans sa tête pour échapper à la réalité, en fait, tout simplement. Et donc, les enfants qui ont subi un trauma, souvent, sont les plus grands rêveurs. Et au-delà du rêve, ça t'a donné une forme de rage aussi Ouais. La problématique, c'est que lorsque tu es un enfant, tu t'habitues à tout. Et pour toi, il y a une espèce de norme et de normalité quand tu vois pas autre chose et que tu n'as pas d'éléments de comparaison. Je m'explique, un enfant de star, par exemple, il est habitué à ce que ses parents se fassent poursuivre par des paparazzis, etc. Pour lui, c'est une norme. Un enfant qui n'a pas eu de jouet, c'est une norme. Un enfant qui a été maltraité, c'est une norme. Jusqu'au jour où il découvre qu'ailleurs, c'est pas la norme, c'est pas comme ça. Parce que moi, jusqu'à mes 8 ans, je savais pas ce que c'était un jouet. Et donc, lorsque tu arrives en France, que tu découvres un nouveau monde, que tu découvres qu'en fait, les gens, ils peuvent t'aimer, mais réellement, profondément. J'ai été adopté par une famille française, modeste. Ils habitaient à Vitry-sur-Seine. Moi, quand je suis arrivé en banlieue, en France. Et tu découvres l'amour véritable. Et tu découvres que les autres enfants sont épanouis, qu'ils ont des jouets, qu'ils vont à l'école, etc. Et là, tu découvres que ce que tu as vécu, même si tu n'arrives pas à mettre des mots là-dessus, mais dans la tête d'un enfant, tu arrives à contextualiser tout ça. Et tu comprends que ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est pas la norme. Et donc, ça te fout une rage et une détermination à vouloir... déjà dans ma tête, même si je ne l'avais pas matérialisé, changer quelque chose, changer la société, changer mon monde, changer le monde. Et donc, si je comprends bien, en fait, au moment où tu arrives à 8 ans et que tu reçois cet amour de tes parents adoptifs, c'est d'un côté incroyable parce que tu te sens aimé pour une des premières fois de ta vie. Est-ce que tu es en train de dire qu'en même temps que c'est incroyable, de l'autre côté, c'est aussi extrêmement douloureux de réaliser le contraste entre la vie que tu avais avant et ce qui est possible? C'est ça que tu veux dire? Lorsque j'arrive en France, je comprends que je vais être adopté par une famille française. C'est une libération pour toi ou pas? Mais non, pas encore. En fait, tu n'arrives pas à comprendre réellement ce qui se passe. J'ai toujours appris à vivre au jour le jour. Quand j'étais en train d'errer dans les rues tout seul à 5 ans, mon quotidien, c'était d'essayer de manger. Ouais. Voilà. Donc, j'arrivais pas à me projeter. Et c'est lorsque je suis arrivé en France où j'ai commencé vraiment à me projeter, lorsque j'ai compris ce qui m'arrivait, mais ça a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire faire confiance à des inconnus qui vont devenir tes parents. Voilà, c'est un chamboulement. C'est un chamboulement. Mais ce qui est beau dans tout ça, et ce que je vais comprendre plus tard, c'est que, et ça je le dis très souvent pour que les gens puissent comprendre, c'est que tu as des cas d'enfants qui sont rejetés par leurs propres parents. Le sang, qu'on appelle le sang. Et tu découvres que, en fait, l'amour véritable fait le lien. Et que tes vrais parents, ce sont tes parents adoptifs parce qu'ils t'aiment comme s'ils étaient tes propres enfants. Voire dans certains cas plus, quoi. Et voire dans certains cas plus. Tout à fait. Et ça, voilà, ça t'apprend à te projeter, ça t'apprend à prendre du recul, mais en même temps, voilà, je continue à développer cette rage en moi parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et parce que je trouvais ça injuste, en fait. Parce que jusqu'à l'âge de mes 8 ans, j'ai vécu en insécurité totale. Là où normalement tes parents sont là pour te protéger, j'avais aucun adulte qui m'avait protégé. Et donc tu vis en insécurité, tu te méfies de tout le monde. Pour développer des relations plus tard, c'est très compliqué. C'est-à-dire que jusqu'à mon adolescence, moi, les relations, que ce soit avec les filles, que ce soit avec les amis, tu fais pas confiance. C'était très compliqué. Très compliqué. C'est quoi? C'est tu t'ouvres pas dans la relation, tu fais pas confiance? Je fais pas confiance, tout simplement. Tu te dis que voilà, ça en était même à des points où il t'arrive avec tes potes de t'embrouiller pour des conneries. Je m'embrouillais avec quelqu'un, je souhaitais plus le revoir parce que je me disais, il va m'abandonner. Je préfère l'abandonner le premier plutôt que ce soit lui. Ça, ouais. Voilà.
Non, ça me parle beaucoup. Mon père, il a été abandonné par son père à la naissance, puis par sa mère vers 3-4 ans. Donc il était chez une nourrice et c'est son grand-père adoptif, entre guillemets, parce qu'il c'est pas du même sang, qui a voulu s'occuper de lui en voyant comment il était traité. Et ce qui est fascinant quand je vois mon père, c'est qu'il a plus de 60 ans. Et je vois à quel point il est marqué par je peux pas faire confiance. Typiquement, quand mon entreprise s'est développée et que j'ai commencé à recruter, dans sa tête, recruter c'est dangereux parce que ça rajoute des humains. Les humains, ça trahit. Et lui, c'était il faut que tu crées l'entreprise la plus petite possible, qui dépend le moins possible des humains. Et le syndrome de l'abandon, c'est horrible. Je crois que c'est l'un des syndromes les plus forts qui puissent exister. Parce qu'encore une fois, là, dans la tête d'un enfant, un adulte est là pour le protéger. Voilà. Et donc, quand tu as vécu l'abandon, tu vis en insécurité. Il te reste des morceaux encore de ça ? Oui, mais j'ai fait un gros travail sur moi quand j'avais la vingtaine. C'est-à-dire que vers 18-19 ans, j'ai vraiment pété un câble. C'est-à-dire, pendant un an, je me suis enfermé, j'étais pas bien du tout dans ma tête, j'avais explosé en fait. C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'était un truc un peu enfoui, ça allait jusqu'à 18 ans, et à 18 ans... C'est-à-dire que je mettais un voile, je posais un voile là-dessus. Et c'était quoi à 18 ans qui était le plus dur en fait, qui t'est remonté quand tu dis j'ai enlevé le voile ? C'est quoi en fait ? C'est tous ces souvenirs qui te remontent à la surface et qui t'explosent à la gueule en fait. Et quand tu soignes pas les maux de la tête, parce que ces blessures-là qui sont pas des blessures physiques, ces blessures-là, si tu les soignes pas, si tu t'en occupes pas, tôt ou tard de toute façon, et ça c'est humain, ça arrive à tout le monde, ça t'explose tôt ou tard à la gueule. Voilà. Et moi ça m'est arrivé quand j'avais 18-19 ans. Et voilà, c'est là où j'ai entrepris un cheminement pour moi-même tout seul. Et je me suis auto-analysé, j'ai auto-étudié tout ça et je me suis auto-guéri. Et avec du recul, c'était quoi la partie qui était à guérir du coup ? En fait, j'ai essayé de trouver un sens à tout ça, à tout ce qui m'arrivait, mettre des mots à tout ça. Et concernant l'abandon, en fait, je me suis dit, est-ce que si ma grand-mère avait eu les moyens de m'élever, est-ce qu'elle m'aurait abandonné ? Non. Est-ce que ce geste-là, rétrospectivement, elle en était fière ? Je pense pas. Donc elle l'a pas fait par méchanceté, elle l'a fait parce que c'était le mieux qu'elle pouvait à ce moment-là avec les ressources. C'est ça. Voilà. Et moi, ce que je me dis, c'est que elle m'a donné une chance incroyable. Parce qu'en m'abandonnant, elle savait que de toute façon, je finirais en orphelinat. Et donc, en fait, elle m'a donné une seconde chance, tout simplement. Et ça, à 18 ans, 18-20 ans, t'as réussi à avoir cette perspective-là. Ouais. Ouais. Je sais pas si tu connais Dr Viktor Frankl, qui a été enfermé dans les camps de concentration. Et il avait créé ce qu'il appelait la logothérapie. Donc, ça veut dire la thérapie par le sens. Et qui est le fait que, en fait... n'importe quel événement, aussi dramatique, aussi terrorisant, aussi traumatique qu'il soit, à partir du moment où on arrive à construire une nouvelle narrative, une nouvelle histoire qui a du sens, et ben on peut en guérir, même plus que ça, on peut en faire quelque chose. Ouais. Ça peut se transformer en un moteur, en une ressource. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Je partage à 100%. C'est-à-dire que moi, tous ces rage-là, je l'ai transformé en un moteur pour pouvoir... faire quelque chose de ma vie, avancer et casser des murs s'il le faut, sortir de la condition, parce que quand tu vis en banlieue, c'est pareil, en fait, ça devient une norme. C'est-à-dire dans le sens où moi je reste convaincu que on est conditionné. Quand tu grandis en banlieue, dans 99,99% des cas, tu restes en banlieue. Hein. Et moi, j'étais persuadé qu'on pouvait s'extraire de cette condition en travaillant comme une bête et en étant malin et en ayant des idées, des ressources, etc. C'est intéressant, imaginons qu'il y ait quelqu'un justement de banlieue qui nous écoute, qui veut lui aussi s'extraire, ou qu'elle veut s'extraire. C'est quoi ? On en parlait un petit peu d'ailleurs en off, et moi je reçois plein de messages de jeunes aussi qui sont
sont pleins de bonne volonté mais savent pas des fois comment s'y prendre. Typiquement, ils vont te dire tiens, on peut se prendre un café, mais ils se rendent pas compte que en fait le truc c'est qu'ils sont 200 ou 150 ou 1000 à envoyer le même message et donc ils se différencient pas. Mais ils s'en rendent pas compte parce que on leur a pas appris. Finalement, quelqu'un qui nous écouterait, qui veut s'extraire de sa condition, et d'ailleurs pas que banlieue, hein, ça peut être une autre condition dans laquelle il n'est pas bien, parce qu'en fait en soi on peut ne pas être bien pour plein de raisons. Selon toi, c'est quoi qui est le plus important pour arriver à se développer justement? La volonté. À la différence, nous, il y a 30 ans, on n'avait pas Internet. On a quand même, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, que tu sois en banlieue ou ailleurs, tu as accès quand même à une base de connaissances qui est extrêmement formidable. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense que en ayant accès à une connaissance pareille et avec de la volonté, je pense que voilà, si on se retrousse les manches, tout le monde est en capacité de pouvoir se développer. Se développer. Mais tu dirais que justement, ce qui est assez fascinant avec Internet, c'est que c'est tous les extrêmes. Tu as tous les extrêmes. Tu as du contenu qui peut aussi, entre guillemets, pourrir ta vie progressivement, parce que ça va rien t'apporter. Tu conseillerais de rechercher quoi en fait? C'est quoi pour toi les compétences que quelqu'un doit développer pour arriver à se créer une vie de ouf? Mais qu'est-ce que tu entends déjà, vie de ouf? Moi, ma définition, c'est à chacun de la définir justement. Ouais. En tout cas, une vie une vie où la personne elle réalise ce qui est important pour elle, peu importe ce que c'est, une vie où elle a les capacités pour rendre possible les choses dont elle rêve. Je relativise beaucoup les choses dans le sens où tous les jeunes ne rêvent pas de devenir les futurs Elon Musk. Tous les jeunes ne rêvent pas de devenir entrepreneurs. Par contre, ils rêvent de sortir de leurs conditions. Donc ça peut être soit en étant salarié, donc en trouvant le job de leurs rêves, ouais. Soit en devenant entrepreneur. Est-ce que tu vois des compétences qui sont communes finalement, peu importe, je dis n'importe quoi, la communication par exemple, la prise de parole, est-ce que tu verrais des compétences où tu te dis tout le monde va gagner en travaillant ce sujet-là en fait? La communication, et je crois que dans cette nouvelle génération, ça fait énormément défaut. Et je le vois comme toi, je reçois énormément de messages de jeunes et je me rends compte qu'ils n'ont pas les codes et qu'ils ne savent pas communiquer et qu'ils ne savent pas comment faire. Et je crois que vraiment la base, c'est ça, c'est la volonté et la communication. Et justement, quelqu'un qui voudrait aborder un mentor, peu importe le domaine, encore une fois, entrepreneur ou non, mais ça pourrait être un super architecte, ça pourrait être un super dessinateur, ça pourrait être un super avocat en fonction de là où il a envie d'aller. Tu lui conseillerais d'aborder les choses comment? Au minimum, c'est quoi les erreurs à absolument pas faire quand tu contactes quelqu'un? Je crois qu'il faut y aller. Moi, je suis toujours surpris par ces jeunes qui m'envoient des messages et qui ont le culot en fait de me contacter et de m'envoyer 15 messages. Ils lâchent pas le steak. Et ben ces jeunes-là, j'ai envie de leur répondre. Ok. J'ai envie de leur répondre. Je me suis rendu compte il y a 3 jours qu'il y avait un jeune qui m'avait envoyé 15 messages sur un mois. 15 messages. Et ce petit jeune, je lui ai répondu. Et je vais prendre du temps pour lui. Donc, en fait, il faut avoir du culot et de la persévérance. Et tu verrais des choses, donc plus du côté essayer de mettre de la forme. Mais c'est quoi, par exemple, la forme? Des fois, c'est abusé, quoi. C'est, voilà. Quand on a 17 ans, on ne s'adresse pas à quelqu'un qui a 50 ans en lui disant « Salut, ça va ?» La forme. Mais, donc tu lui conseillerais de faire quoi justement? Déjà une petite communication, créer un message original. Voilà. Essayer de faire en sorte que la personne qui va lire le message ait envie de vous répondre. Donc voilà, ne mettez pas des trucs bateaux, salut, ça va, est-ce que tu as 5 minutes pour moi? Voilà. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi je trouve un truc qu'on fait pas assez, et pas d'ailleurs que les jeunes, hein, toute génération, j'accompagne même des gens qui sont d'ailleurs, qui réussissent, qui oublient de le faire parfois avec leur femme, leur mari, leurs associés, un client, la banque, peu importe, c'est essayer de vraiment faire l'exercice, de ne plus être soi, mais d'être la personne à qui j'écris. Et d'essayer de rentrer dans ses chaussures. Moi, je le fais quand, par exemple, j'avais voulu rencontrer Richard Branson. J'ai fermé les yeux, je me suis mis à sa place, je me suis dit, voilà, je suis plus David Laroche, je suis Richard Branson. Ouais. J'ai 70 ans en plus, je suis milliardaire, je suis une star internationale, je suis sollicité, j'ai des demandes tous les jours. Et le fait de faire cet exercice-là, de me dire, ok, j'ai 70 ans, qu'est-ce qui est important pour moi? De quoi j'ai peur? Et donc, ça m'a permis, en faisant l'exercice d'être dans sa peau,
que quand je suis allé le voir pour lui dire, voilà, on pourrait faire un truc ensemble, de l'articuler sous l'angle de comment ça pouvait lui rendre service à lui. Et ça, je trouve que c'est pour moi la plus grosse erreur de communication, c'est de vouloir prendre, typiquement, je veux prendre de ton temps, je veux un café pour moi, plutôt que j'ai envie de te donner quelque chose. Et souvent, les jeunes, ils se disent, ouais, mais moi, j'ai rien à donner, je suis 18 ans, il a 50 ans. C'est un super apprenti. Tu peux donner au mentor la satisfaction d'appliquer ce que tu lui dis, de progresser. Donc, tu peux lui donner, par exemple, le fait qu'il va pouvoir dire le soir à sa femme, ah, j'ai passé une super journée, j'ai aidé un jeune, il est brillant, il a envie, il a faim. Enfin voilà, cet exercice-là, moi je trouve que c'est un super exercice. Je suis d'accord. Mais encore une fois, voilà, je me rends compte que beaucoup de jeunes n'ont pas les codes et ne savent pas comment aborder. Je sais pas, moi, si à leur âge, à 17 ans, j'aurais eu le courage d'aborder quelqu'un, tu vois, d'essayer de... Alors, on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais d'essayer de trouver son numéro de téléphone et de l'appeler, tu vois. Et je me souviens de cette anecdote où Steve Jobs, il était jeune, il cherchait un job d'été. Ok. Et il avait réussi à trouver le numéro de téléphone d'un des fondateurs de Hewlett-Packard, qui à l'époque était une boîte qui est le Apple de l'époque, on va dire. Et il l'avait appelé chez lui. Et alors je sais plus si c'était Hewlett ou Packard, mais toujours est-il qu'il avait trouvé ça tellement culotté qu'il avait accepté Steve Jobs pour un job d'été dans sa boîte. Après, bon, voilà, on connaît le légendaire bagou de communicant de Steve Jobs, mais il avait eu ce culot-là, et je crois qu'il a surtout retenu ce culot. Voilà. Donc, encore une fois, qu'un jeune m'envoie des messages, etc., je trouve ça cool. Je le prendrai jamais mal, mais il faut y mettre la forme et surtout un message original qui donne envie de lire et qui donne envie de le recontacter, parce que je reçois trop de messages et je peux pas tous les lire. Et en plus, là, pour clôturer sur le sujet des jeunes, c'est ce que je leur dis dans l'association qu'on a créée ou quand j'interviens dans des lycées ou quoi, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'ils font quasiment tous la même chose, et donc il faut pas non plus grand chose pour sortir du lot. Un message un peu mieux écrit, en plus avec ChatGPT aujourd'hui il n'y a plus d'excuses. Hein. Je suis d'accord. D'accord. Il peut t'aider, hein. Tu peux lui dire je contacte une personne qui a 50 ans, qui a tel parcours, qui a fait ça, comment je peux lui écrire un message sur LinkedIn. Il fera forcément mieux que salut, comment ça va, on peut se prendre un café. Je suis d'accord. Et donc il ne suffit pas grand chose des fois de se différencier, même ton email, comment tu dis au revoir, le projet que tu as en tête, la capacité de... T'as écouté une interview, de pointer du doigt un truc que la personne elle a dit spécifiquement, elle voit que tu as vraiment écouté. Comment t'en arrives à créer cette idée de business, comment vous la trouvez? En fait, c'est l'association de 3 compétences et de 3 personnes. Au départ, il y a Malik, mon associé, qui était parti il y a très longtemps lors d'un voyage d'études aux États-Unis. Ouais. Et là-bas, il découvre le MLM. Ok. Et là, il se dit, putain, c'est génial, mais voilà. Mais il revient avec cette idée. Alors lui, il travaillait déjà dans un groupe qui était dans la maison individuelle. Et voilà, il met ça dans un coin de sa tête et il se dit, c'est génial, mais bon, il ne savait pas trop quoi en faire. Et j'avais mon autre associé, Sébastien, qui lui est issu d'une famille d'agents immobiliers, mais traditionnels, qui avait une petite dizaine d'agences immobilières en région parisienne, voilà, pour qui ça marchait plutôt pas mal, mais qui pressentait que, avec aussi Internet, etc., l'agence immobilière traditionnelle telle qu'on la connaît allait fortement être chahutée. Et donc en fait, Sébastien et Malik me contactent parce que moi j'avais déjà une agence dans le digital. Okay. Et voilà, en brainstormant, on crée IAD. Incroyable. Donc c'est vraiment la rencontre et la jonction entre le MLM, l'immobilier et puis le digital. Ça coïncidé avec l'arrivée et la généralisation de la DSL, ce qui n'aurait pas pu être possible sans. Et voilà, le fait est que nous, on pressentait que l'Internet allait supplanter les rapports en B2C, B2B, et que l'agence immobilière, telle qu'on la connaissait, elle allait se déporter sur le web.
Voilà. Et que la vitrine immobilière, aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Elle est sur Internet. Justement, ça a été quoi un des moments les plus durs dans le développement d'IAD? Tout a été dur. On a été énormément critiqués. La concurrence ne nous a pas fait de cadeaux. Énormément critiqué, toi tu le vis comment à l'époque? Mal, parce que tu t'attends pas à ça. Tu crées un réseau, un nouveau modèle, tu te dis on va révolutionner un petit peu le marché. Alors évidemment, moi je me mets à la place des réseaux traditionnels où tu as un réseau avec un modèle à part qui vient disrupter un petit peu le marché. Oui, c'est comme Uber avec arrive, taxi. Voilà, ça arrive de nulle part. Je peux comprendre. Mais leur réaction excessive vis-à-vis d'IAD, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas fait de cadeau. On nous a envoyé je ne sais pas combien là, de contrôles de DGCCRF, c'est-à-dire qu'on avait autre chose à faire que de passer nos journées à être contrôlés. On a dû être contrôlés depuis l'existence d'IAD. Je crois qu'on en est à 500 fois. Ils cherchent quoi? À nous mettre des bâtons dans les roues. On a eu des contrôles fiscaux, enfin la totale. On a eu la totale. Alors, évidemment, on s'en est toujours bien tiré parce que la boîte est super bien gérée. Et donc à cette époque-là, la peur, c'est quoi? C'est qu'ils finissent par gagner et que ça coule la boîte, quoi. Jamais eu peur dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous, on était tellement déterminés, on était tellement convaincus par notre modèle qu'on savait que de toute façon, on aurait gain de cause et qu'on irait au bout de notre vision. On a eu vraiment peur une fois, c'était en 2011, où la concurrence avait essayé de faire passer un projet de loi pour freiner l'essor des réseaux de mandataires. On l'apprend de manière un petit peu détournée. Et donc, on se réunit et on décide de prendre un lobbyiste pour contrer ce projet de loi. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'arriver à avoir suffisamment d'influence politique pour essayer de faire passer une loi pour qu'IAD puisse plus développer. Ouais. C'est plus développé ou même arrêté? Non, freiner vraiment l'essor. Mais la loi, comment elle s'y prendrait pour arriver à vous empêcher de vous développer? Quand tu veux ouvrir une agence immobilière, tu dois obtenir ce qu'on appelle une carte T, une carte de transaction. Okay. Donc c'est le patron de cette agence qui détient cette carte de transaction. Et les agents ou les commerciaux qui travaillent dans cette agence dépendent de cette carte de transaction. Ok. Et donc vous aviez une grande carte pour tout le monde? Nous, on avait une carte pour l'ensemble du territoire et pour l'ensemble du réseau. Et ça les emmerdait. En vous obligeant à avoir par exemple une carte tous les par exemple, par personnes. département, etc. Donc on a pris un lobbyiste, on a fait enterrer ce livre blanc et on a pu continuer notre aventure. Un lobbyiste, ça marche comment? Parce que c'est un peu un mot qu'on entend. Il s'y prend comment pour arriver à avoir de l'influence? Il connaît beaucoup de monde. Ok. Voilà. Et il connaît surtout les bons rouages et les bonnes personnes. Ok. Donc il connaît bien comment ça fonctionne le droit, il connaît les bonnes personnes et il sait ce qui est important pour chaque personne. C'est ça. Okay. Et qu'est-ce que vous avez fait dans la trajectoire d'IAD qui est un peu à contre-courant, au-delà du MLM qui est déjà à contre-courant, comme tactique, comme stratégie, qui est pas classique et qui s'est avérée fructueuse? Que ce soit au niveau digital, que ce soit au niveau tech, que ce soit au niveau recrutement, au niveau management, peu importe. Qu'est-ce que vous avez fait qui est un peu à contre-courant, qui vous a permis de vous développer, acquisition de leads, peu importe? Il y a eu une crise de l'immobilier en 2011-2012. Et si tu veux, cette crise-là, elle a été un peu compliquée, mais pour tout le monde. Et surtout pour nos concurrents. Et nous, on avait fait cette promesse vis-à-vis de nos agents. C'était de leur dire, la crise, elle est là, mais c'est pas pour autant qu'on va réduire la voilure. Au contraire, on va vous aider à continuer à bosser. Et pour ce faire, on va augmenter le budget de communication. Parce que pour pouvoir faire des ventes, il faut que lorsqu'un agent rentre un mandat, il puisse communiquer. Il va diffuser son mandat sur notre site internet. Quand tu dis son mandat, c'est l'appartement qu'il possède, enfin l'appartement qu'il est en train de vendre par exemple? Par exemple. Et donc il va diffuser l'annonce sur notre site internet, mais aussi sur les sites partenaires comme Sologer, Le Bon Coin, etc. Donc ça, c'est un sacré budget. Okay. Diffuser l'ensemble de nos annonces sur des sites comme Le Bon Coin ou Sologer, c'est un budget qui est assez colossal. Et donc c'est quoi la logique? C'est hyper intéressant parce que le marché il descend et vous dites on augmente le budget de com, ce qui est un peu effectivement paradoxal, mais j'imagine que du coup naturellement le ROI est moins bon par contre dans cette période. Évidemment.
mais on était prêt à l'accepter. Et c'est pour prendre des parts de marché, du coup? C'était pour prendre des parts de marché en sortie de crise. Et on savait que ces crises-là n'allaient pas durer. Et là où la concurrence avait totalement réduit leur voilure, ils ne communiquaient quasiment plus. Nous, on continuait, on a traversé cette crise sans encombre. Sortie de crise, on a explosé, on a doublé de parts de marché. Ok, et si je me projette en 2012, qu'est-ce qui fait que ça explose? On a fait plus de ventes. Là où la concurrence en faisait beaucoup moins. Mais du coup, pourquoi ils en font beaucoup moins en 2012? C'est qu'ils sont moins nombreux, c'est qu'ils sont moins connus? Ils communiquaient moins de mandats, moins d'acheteurs. C'est la crise. Mais en sortie de crise, qu'est-ce qui fait qu'ils sont pas prêts à prendre, juste pour bien comprendre? Il faut s'y préparer. C'est-à-dire que nous, ce qu'on leur avait dit, c'est que voilà, la crise ne va pas durer. Continuez à rentrer des mandats. Plus vous aurez de mandats, et plus vous serez en capacité de pouvoir faire des ventes. Comment vous supportez ces coûts-là? C'est de la trésor que vous avez? Vous êtes encore en bootstrap? On a la trésor. Vous avez levé déjà? Non, pas encore. On arrivait à lever là. Il y avait aussi un autre phénomène qui a surpris énormément de monde. Alors comme je te le disais, nous on a beaucoup bootstrappé, donc on n'a jamais communiqué, mais dans le sens communication. Quand je te parlais tout à l'heure de communiquer, c'était diffuser nos annonces immobilières chez nos sites partenaires. Mais la communication en elle-même et en tant que telle, on n'a jamais communiqué. Toujours resté sous les bois, et c'était volontaire, c'était stratégique. Parce qu'on savait que grâce au MLM, grâce au travail de terrain, on était connus par les professionnels, mais on n'était pas connus du grand public. Ok. Et on a commencé à faire vraiment de la com institutionnelle, etc. C'est arrivé en 2018. Voilà. 2016-2018. Comment vous avez géré la mauvaise image qu'est le MLM? Parce que le MLM, c'est associé dans la tête de plein de personnes à un peu l'arnaque, le scam, quoi. Le produit minceur qui marche pas, quoi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez IAD, la différence fondamentale entre le MLM qui est interdit et le MLM légal comme celui d'IAD, c'est que chez IAD, c'est pas parce que tu parraines quelqu'un, il aura une promesse de gain. C'est-à-dire que un manager qui va recruter une personne touchera un pourcentage de son chiffre d'affaires qu'à partir du moment où son filleul commencera à faire du chiffre d'affaires. C'est pas sur ses frais de dossier, machin, etc. Et effectivement, la distinction, elle est immense. Ce qui fait que le MLM est souvent mal vu et critiqué, c'est qu'effectivement, tu regardes d'où vient l'argent des personnes qui font de l'argent dans le marketing de réseau, c'est beaucoup juste en recrutant. Et donc, en fait, tu te retrouves à avoir un peu une chaîne justement pyramidale. Ouais, c'est du Ponzi. Voilà, où en fait, tu ne fais de l'argent que sur des gens que tu recrutes, parce que pour rentrer dans le réseau, il faut payer, je n'en sais rien, entre 2 à 5 000. Et en fait, c'est ça qui génère l'argent, mais ton filleul, au final, il arrive très peu à vendre. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous cassez ce truc-là, l'argent ne viendra pas du fait de recruter, mais des gains réels qui sont effectués par le filleul. Sur le chiffre d'affaires, tout simplement. Yes. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé et qui remonte à la chaîne Upline. Ok. Toi qui, du coup, maintenant, tu investis dans des boîtes, tu accompagnes des entrepreneurs, dans quel contexte tu penses que le MLM, c'est une bonne stratégie d'acquisition? Pour moi, le MLM, c'est la forme de commerce la plus pure qui existe au monde. C'est la meilleure forme de commerce qui existe au monde. Mais il faut qu'elle soit bien réalisée et qu'elle soit bien exécutée. Je m'explique. Vendre des boîtes en MLM ou vendre des produits cosmétiques à 2,50 €, il faut que tu aies, pour pouvoir gagner un peu de thunes, il faut que tu aies 10 000 personnes. Pour moi, l'arnaque, elle est là. Donc, le MLM, il faut l'attacher à un produit extrêmement fort. Et par essence, l'immobilier est un produit très fort. Et donc, tu déconseillerais le MLM pour des produits de moins de 100 € par exemple? Ouais, franchement, oui. Ok. Il n'y a pas d'intérêt. Sinon, il te faut un réseau dans ton organisation, il te faut un réseau de 10 000 personnes. Non, c'est super intéressant parce que j'aime beaucoup Peter Thiel, et il dit qu'en gros, il y a 3 typologies de business. J'ai plus le terme, mais c'est en gros, c'est une vente à moins de 20 € qui est très émotionnelle, très virale, un peu compulsive. C'est-à-dire, tu vois une ad passer, c'est tellement pas cher, tu achètes direct. Après, il y a peut-être de 30 à 200 € ou enfin, jusqu'à 500. On pourrait monter jusqu'à 2000 en fonction du produit, mais
tu es dans une vente marketing où là, il va y avoir besoin d'éducation du client, du contenu, etc. pour que lui puisse se dire go. Et après, il dit que tu as un peu une vallée de la mort entre 2000 et 5000, je crois. Parce qu'il dit qu'au final, c'est trop cher pour pouvoir arriver à vendre sans une interaction humaine. Et c'est pas assez cher pour pouvoir mettre un sales et rentabiliser le coût du sales. Mais ça me fait penser un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain montant, tu rentabilises pas le coût humain de la personne. Enfin, elle se rentabilise pas elle-même le temps qu'elle met à essayer de vendre ses produits toute seule. C'est ça. Mais après, je mettrais un bémol dans tout ça. Apple a été précurseur dans tout ça. T'achètes pas un produit pour un produit. En fait, tu achètes de l'émotion. Ce qui se vend le mieux, c'est ça. C'est quand tu attaches de l'émotion à quelque chose et à un produit. Ça a toujours été pour moi une étude de cas. Tu vois, les ventes des produits Apple. Quand tu as un nouvel iPhone qui est annoncé, ça a toujours été pour moi cette énigme. Pourquoi les gens font la queue 24 heures avant ou vont même camper devant des Apple Store pour être parmi les premiers servis sur le nouvel iPhone? Parce qu'ils ont mis un pourquoi extrêmement fort derrière toute cette histoire, derrière cette technologie. Et si tu veux vendre des produits, peu importe que ça soit en direct, en MLM, par Internet, machin, etc., si tu y mets une raison, si tu y mets une cause, si tu y mets un pourquoi, c'est ce qui se vendra le plus et le mieux. Tu as des étudiants qui n'ont pas les capacités de pouvoir se faire des petites soirées, machin, etc., mais par contre qui ont les moyens de s'acheter un iPhone, tu te dis que là, ça va au-delà du simple produit. Yes. Il y a quelque chose d'irrationnel. Et donc du coup, toi, c'est quoi justement que tu as appris par rapport à cette notion de mettre de l'émotion dans ton produit et que ce soit pas que le côté tangible du produit? Par exemple, je pense que les gens peuvent écouter ça et se dire j'arrive à l'imaginer pour Apple, parce qu'ils le voient, effectivement, tu n'achètes pas qu'un ordinateur ou qu'un iPhone, tu achètes une vision, tu achètes un amour du design, tu achètes le fait de changer le monde, tu achètes le fait de prendre ton pouvoir via la technologie, de pouvoir créer des choses. Enfin, c'est un peu les idées derrière Apple. Mais par exemple, quand tu vends des biens immobiliers, c'est quoi le pourquoi, par exemple? Comment tu mets un pourquoi? En fait, il faut le prendre à l'envers, de l'autre côté. On a ouvert officiellement IAD en 2008, mais tu t'imagines bien qu'en amont, il y avait beaucoup de préparation et de travail. Je me souviens d'avoir lu en 2007 une étude qui annonçait qu'il allait y avoir un changement profond dans la société, notamment par rapport aux jeunes et la génération X, Y, Z. Parce que cette génération était désireuse de liberté et était désireuse d'être épanouie au travail. C'est-à-dire que l'époque telle que nos parents ont connue, où tu faisais carrière dans une même boîte, tu vois, c'est terminé. Aujourd'hui, un jeune aspire à être libre, aspire à être épanoui au travail, et ça va même au-delà du salaire. C'est-à-dire qu'il y a un sondage qui est sorti récemment, un jeune préfère être épanoui au travail plus que de toucher plus d'argent. Donc c'est quand même incroyable, il y a un changement sociétal qui est phénoménal. On pressentait qu'il allait y avoir ce shift-là. IAD, c'est quoi? On offre la possibilité à des personnes qui n'ont jamais fait d'immobilier, d'accord? Parce que 80% de nos conseillers n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie. Donc on leur offre la possibilité de les recycler en professionnels de l'immobilier avec un cursus de formation, de devenir indépendants et de devenir leur propre patron et d'aller chercher leur liberté. Parce qu'il n'y a pas de lien de subordination entre nous, le siège, et le réseau. Dans le sens où nous, on ne va pas être derrière un agent qui vient de rentrer, d'accord? On ne va pas l'appeler à 8h du matin, t'es où? Qu'est-ce que... Il gère son agenda, il gère son temps, il gère son travail, il gère ses clients. Par contre, il travaille pour lui-même. Donc s'il veut gagner plus, il faut qu'il se défonce plus. Et il n'y a pas de limite de gain grâce au MLM. C'est-à-dire que les perspectives de développement, les perspectives de gain dans l'atteinte de ses objectifs financiers, il n'y a pas de limite. Puisqu'il peut toujours vendre plus de biens ou développer plus son réseau. La vision d'IAD, le pourquoi d'IAD, c'est vraiment ça. C'est le changement. Changement sociétal, changement de paradigme
parce que l'immobilier, ça fait 50 ans que c'est pratiqué de la même manière et qu'il y avait une espèce de coopétition entre les agences, tu vois. Et donc, nous, on est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et puis, changement de vie aussi pour nos conseillers qui nous rejoignent, qui deviennent professionnels de l'immobilier, qui passent du salariat à chef d'entreprise, qui travaillent à leur compte. Et changement de vie aussi pour nos clients finaux, parce que faut pas se leurrer. Et c'est en ça que le métier d'agent immobilier, c'est un formidable métier, parce que 50% de nos clients finaux sont des primo-accédants. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont économisé, et c'est un projet d'une vie, le changement de toit. Et le toit, c'est un besoin primaire. Ce qui est super intéressant dans ce que tu décris, c'est qu'au final, j'ai l'impression que l'endroit où vous avez mis le pourquoi, et le cœur de ce pourquoi, il est centré sur le réseau, plus que sur le client final. C'est-à-dire que c'est le réseau, c'est l'agent immobilier, du coup, qui crée son entreprise, qui est au cœur d'IAD. Et donc, finalement, est-ce qu'on pourrait, tu me dis si ça pourrait marcher, est-ce qu'une entreprise pourrait appliquer ça sur ses équipes? C'est-à-dire qu'en gros, le pourquoi de l'entreprise ne soit pas un pourquoi orienté client, mais soit un pourquoi orienté sur ce qu'elle veut apporter à ses équipes. Est-ce que ça pourrait marcher de la même manière? Mais bien sûr. C'est-à-dire que l'objectif premier, c'est quand même la satisfaction du client final. Donc ça, il faut le garder en tête. Mais je crois que tu ne crées pas une boîte pour que ton client final soit insatisfait ou que tu fasses de la merde. Donc il faut être excellent vis-à-vis de ton client final. Mais pour moi, le cœur et l'âme d'une société, c'est quand même les hommes et les femmes qui composent cette société, tout simplement. Et donc une boîte que tu accompagnerais, qui aurait un produit plus B2C, et donc un peu type Apple, d'ailleurs, grand public, tu lui conseillerais quoi? Tu lui conseillerais d'avoir deux pourquoi, c'est-à-dire un pourquoi qui est le pourquoi qu'elle va communiquer pour qu'elle attire ses clients comme Apple, dont je fais partie, je suis un gros fan d'Apple, qui vont du coup vouloir le dernier iPhone, le dernier Mac, etc. Et un pourquoi pour les équipes, ou c'est un même pourquoi? Non, comment tu priorises? Tu peux pas avoir deux pourquoi. Tu as un pourquoi, et quelle est la raison profonde et la cause profonde qui a fait que ta société existe. Notre pourquoi, il est intrinsèquement lié, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité à des personnes en reconversion de pouvoir assouvir le rêve d'acheteur et de vendeur. Voilà. Donc c'est intrinsèquement lié et ça coule de source, si tu veux. Mais après, le pourquoi d'Apple, c'était quoi? C'était de vouloir changer le monde. Mais comment? Au travers de ce que tu disais tout à l'heure, de produits qui sont extrêmement bien designés, faciles à utiliser, etc. Mais si tu as un pourquoi, après le quoi et le comment, c'est extrêmement facile. Et le problème, c'est que souvent, les entreprises qui n'ont pas d'âme, elles commencent comme ça, elles commencent par l'envers, qui est le quoi et le comment. Et ça s'arrête là. Et ces entreprises-là, c'est 99% des entreprises, elles n'ont pas d'âme. Et c'est un truc sur lequel tu es sensible avec les entrepreneurs autour de toi, de les faire bosser sur ça, de les faire accoucher de pourquoi ils font ça? Ouais. Yes. Ouais. La vision et le pourquoi. Et nous, notre vision, on l'avait annoncé dès le départ. Et les premières personnes qui nous ont rejoints, ceux que j'appelle les pionniers, ils ont adhéré à ça. C'est-à-dire que nous, on avait ce rêve de créer le plus grand réseau immobilier du monde. Dès le début. Dès le début. On leur a annoncé la couleur. On leur a dit, voilà, on va commencer par la France. On va devenir numéro 1 en France. On l'est devenu il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, on est aux États-Unis. Et voilà, c'est logique et c'est imparable. Et ils ont cru en ça. Tu as un peu plusieurs trajectoires entrepreneuriales. Tu as la trajectoire là un peu day one, on va faire ce truc un peu incroyable. Et tu as les boîtes aussi qui ont fait aussi des trucs incroyables qui des fois n'ont pas eu une vision aussi lointaine et l'ont découvert au fur et à mesure qu'ils ont avancé. Ouais. Toi, tu as un conseil à quelqu'un qui nous écoute et qui n'a pas encore cette vision, il a sa boîte, mais il n'a pas encore ce truc fou de je vais devenir le leader mondial de mon industrie. Pourquoi je te pose la question? C'est que des fois, c'est pire quand tu essayes de te répéter quelque chose, mais qui ne résonne pas. C'est-à-dire que si tu te lèves le matin et que tu te dis je vais devenir le numéro 1 de quelque chose, mais qu'au fond, quand tu le dis, tu as une autre partie de toi qui pas, dit... ça sert à rien. Si tu n'y crois pas, ça sert à rien. C'est-à-dire que nous, c'était dans les tripes. Ouais. Et vraiment, le pourquoi et la vision, elle était
elle était ancrée dans tous les trois, elle était ancrée dans nos gènes et on le respirait. Et donc les personnes qui nous rejoignaient, Ils le ressentaient, quoi. Elles le ressentaient. Créer un business, développer un business, c'est énormément de compétences différentes. Toi, c'est dans lesquelles que tu t'épanouis le plus ou que tu excelles le plus? Alors moi, je crois que comme avec mes associés, on est plus des créatifs, vraiment. Moi, j'ai une théorie. Dans la temporalité d'une entreprise, il y a 2 époques. Il y a l'époque des bâtisseurs et l'époque des gestionnaires. Et avec IAD, c'est ce qui était arrivé. C'est-à-dire que 2016, je commençais à tourner en rond, en fait. Je commençais à tourner en rond. La boîte, elle fonctionnait. C'est quelle taille pour qu'on se rende compte? En 2016, en Valo, je crois qu'on devait être aux alentours du demi-milliard. La taille des équipes, elle était de combien, par exemple? Autre dans le réseau. Au siège social, Ouais. on devait être en tout dans les 250. À ce stade-là, c'est que maintenant, tu as forcément tous les directeurs, des managers. Tout était processé. On avait tous les super cadres qui avaient été recrutés. Donc, directeur marketing, directrice RH, machin. Et moi, j'avais dit à mon associé, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, j'ai envie d'autre chose. On est rentré dans l'époque de la gestion. Toi, ce que t'aimes, c'est le côté pirate. Ça a été tellement... Non, mais oui. Ça, c'est traverser l'Atlantique. Après, une fois qu'on tellement intense, tellement dur, tellement on a travaillé, mais tu peux pas imaginer. C'est-à-dire que je me souviens qu'au début, on s'appelait avec mes associés à 3h du matin. J'envoyais des mails à 3h du matin. Ils me répondaient dans la foulée. Ah bah, tu dors pas? Bah non, on s'appelle. Et puis, ouais, tiens, j'ai une idée. 6h du mat, comme ça. Tous les jours, on a travaillé 7 jours sur 7. Et avec le recul, je me dis, et ça, c'est vraiment le conseil que je donne aux start-upers, faites pas cette connerie de travailler H24, 7 sur 7. Voilà, ménagez-vous du temps pour vos proches et pour vous-même. Et quand tu dis, faites pas cette connerie, parce que quelqu'un qui nous écouterait se dirait, bah, apparemment, la connerie, elle a permis de créer une boîte à 600 millions, donc ça va. C'est quoi, en quoi c'est une connerie, du coup? En quoi c'est une connerie? J'ai l'impression que j'ai pas vu ma fille grandir les premières années. Yes, ok. Hein? Donc ça c'est... Et ça n'a pas de prix. Ça, tu peux pas le repayer. Et oui, ça n'a pas de prix. Donc avec le recul, je me dis peut-être que on aurait eu un petit décalage si on avait tous fait ça. On aurait eu un petit décalage sur le fait qu'on devienne une licorne officiellement, non pas en 2018, mais en 2020. Voilà. Et ça aurait changé quoi, en fait? Ça, c'est super intéressant parce qu'effectivement, avec du recul, on pourrait se dire c'est que 2 ans. Il y a un pouvoir aussi dans ce rythme. Ouais. Et dans aussi ce que les autres se disent. Tu vois, c'est comme, moi je suis pas un fan de vélo, mais quand tu vas dans le fan de vélo, quand tu vois un qui court et qui commence à prendre de la vitesse, psychologiquement pour les autres, tu sais, ils abandonnent. Alors que quand t'as un compétiteur, mais qu'il est juste un tout petit peu devant toi, tu tiens, parce que tu peux gagner encore. Mais quand il t'explose, tu lâches. Est-ce que du coup, l'agressivité que vous avez mis, positive, hein, quand je dis agressivité, elle n'a pas permis aussi de faire partir une vague, quoi? Alors, je te rejoins, je suis en partie d'accord, mais après, on avait une telle avance par rapport à la concurrence que, en fait, voilà, on aurait pu. Après, voilà, j'ai pas de regrets. Moi, je pars du principe qu'il faut pas avoir de regrets et j'en ai pas. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit peu autrement. Yes. Voilà. Parce que quand tu recontextualises tout ça, bah, tu t'aperçois que en fait, tu cours après quelque chose, mais tu t'aperçois que l'essentiel, il est pas là. Il y a cette scène, je crois que tu avais vers 16-17 ans, et tu dis à tes parents qu'un jour tu vas réussir. Tu peux me donner... Alors, ça m'avait touché, hein. J'étais ressorti du restaurant, ça m'avait pris au trip. Et en plus, tu me l'avais dit, ça se voyait que c'était vraiment profond, quoi. Il y a eu un fait très marquant pour moi. C'est-à-dire que mon père avait subi un licenciement économique. Et on l'a jamais su parce que lui continuait, en fait, au lieu de partir travailler, il partait, en fait, aller chercher du boulot. Mais on l'a jamais su. Donc on a continué à vivre comme on a toujours vécu, et on l'a jamais su. Et je crois que c'est 3 mois après, il avait réussi à retrouver un boulot, et il nous annonce ça. Alors il y a ma mère qui était au courant, mais les enfants, nous, on n'était pas au courant.
Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire que cette force-là, cette capacité à pouvoir préserver et vouloir protéger les enfants, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, ça a été très fort pour moi. Et ça a été un fait marquant. Moi, c'était vraiment ma cause profonde. Ce jour-là, je me suis dit, putain, pour tout ce qu'ils ont fait, j'étais déjà déterminé à vouloir réussir, mais cet événement-là, ça a été le déclencheur qui a fait que voilà, je me suis mis en mode combat et mon mindset, il a complètement changé. Et je me suis juré ce jour-là que je réussirais. Et un jour, je dis à mes parents, je vais réussir dans la vie et je vais gagner beaucoup d'argent et les premiers sous, ça sera pour vous. Je vous mettrai à l'abri, ça sera pour vous. Et mon père m'avait répondu en rigolant, il m'avait dit bon, termine déjà tes études et puis après on verra. Voilà. Et j'ai tenu parole et il me l'a rappelé le jour où je l'ai fait. Tu leur as offert quoi du coup? Alors il continuait toujours à habiter à Vitry-sur-Seine. Il rêvait d'habiter sur Paris. Donc je leur ai acheté un putain d'appart sur Paris et voilà. Le moment qui est incroyable pour toi, c'est quand ils rentrent dans l'appartement, c'est quand tu leur donnes les clés, c'est... Non, c'est quand je leur annonce le truc. On va chez le notaire, ils savent pas ce qui se passe, ils comprennent pas. Et donc je leur annonce ce que j'avais l'intention de faire. Et là il se passe quoi? Et là c'était très fort. Ils ont réussi à parler, ils étaient émus, ils ont pleuré. Ouais, ils étaient super émus, évidemment. Super ému. Et mon père m'a rappelé ce que je lui avais dit. Incroyable, il s'en souvenait. Il s'en souvenait. J'étais très ému aussi, très ému, mais en même temps beaucoup moins qu'eux, parce que moi c'était programmé et planifié. Alors c'est vrai que le vivre, ça m'a donné beaucoup d'émotions évidemment. Parce que je vois quand on parle que ça te fait quand même quelque chose. Là. Ouais. C'est quoi qui se passe quand on... Mais je l'avais planifié. Mais toi, je vois qu'il se passe quelque chose, tes yeux ont changé. Qu'est-ce qui se passe là quand tu repenses à ce moment? De la fierté et puis voilà, je suis surtout très heureux pour eux. Très heureux pour eux. C'est incroyable. Ouais. Il dirait quoi le jeune Jérôme de voir ça? Il dirait qu'il est fier. Non, c'est ouf. Ouais. Et après, on fait une fois par an des très beaux voyages. On part tous ensemble. Et, voilà. Incroyable, magnifique. Dans ton parcours entrepreneurial, c'est quoi le plus gros échec? Celui qui a été le plus hardcore? Ma toute première expérience entrepreneuriale. C'est-à-dire tout seul. Et vraiment là, pour le coup, ça a été hardcore. Je sors de mes études, je décide de me lancer. Donc, j'ai une petite expérience dans le monde du salariat. J'avais des postes assez sympathiques avec des petits salaires sympas. Et puis un jour, je me dis non mais là, c'est le moment. J'ai envie de créer ma boîte. Je veux créer ma boîte. Et il y a eu un petit incident, un petit événement qui fait que ça a précipité les choses. Et avec un de mes potes, on se dit putain là c'est en train d'exploser. C'était le boom internet machin et tout. Viens on y va. Il me dit ok. C'est quoi, c'est 2000? C'était en 99. 99. Il me dit ok, banco, on y va. Donc on prépare le truc, machin, etc. Pareil, on bosse pas mal, on bootstrap à fond, et je commence à faire des premières prospections, etc. Et on trouve 2-3 clients qui potentiellement seraient prêts à signer à l'ouverture, à la création de la boîte. Et mon pote, à la dernière minute, il se dégonfle. Donc là, tu as démissionné. J'avais démissionné. Et il se dégonfle et il me dit non mais là je le sens pas, j'ai pas envie de le faire. Mais on avait trop travaillé. Je pouvais pas faire machine arrière, j'avais déjà démissionné, machin, etc. Donc je me dis allez, j'y vais tout seul. Je me lance. Les clients, ils arrivent très tôt. Ça se passe plutôt bien. Et si tu veux, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Je n'y connaissais rien, même si j'ai essayé de me documenter, etc. Mais en 99, il n'y avait pas autant d'accès.
à la bibliothèque de connaissances qui est Google, comme on Et peut même les l'avoir livres, aujourd'hui. ils sont beaucoup moins développés qu'aujourd'hui. J'allais à Erol, à la Fnac, je me tapais tout. C'est J'ai vrai. une bibliothèque comme ça sur l'économie, sur Ouais, et c'est des bouquins qui sont beaucoup les moins entreprises, agréables à la lire que les nouveaux. compta, machin, etc. Mais à l'époque, c'était ultra théorique, ces bouquins. Ah ouais, je sais. Vraiment, c'est déconnecté de la réalité. Et donc, j'apprends sur le tas. J'apprends la relation client, j'apprends à gérer le feu. C'était grisant parce que, voilà, première boîte, j'étais à mon compte. J'en étais fier. Ça marchait plutôt pas mal. Et la connerie que je fais, c'est que tu vois, manque de confiance, je recrute pas assez vite en temps et en heure. Et je me fais déborder dans tous les sens. J'étais partout, au four et au moulin, etc. Plutôt que de recruter des salariés, parce que j'avais les moyens, et je voulais pas prendre ce risque-là, je prenais des prestats qui m'ont foutu dans une galère. Et là, ça a été le début de la descente aux enfers. Donc là, ouais, en plus, c'est le truc vicieux parce que t'es stressé, t'es de partout. De partout, il y a je des dormais feux quasiment pas. T'as la boîte qui est en feu, un peu de partout. T'as des freelances, du coup, qui n'ont pas fait du bon taf. À ce moment-là, avant d'avoir du recul, c'est comment à l'époque d'avoir l'impression que ta boîte est en train de te passer dans les mains, quoi. T'as un truc qui marche et ça va dans le mur. En fait, psychologiquement et intellectuellement, ce que je me disais, c'est que je pouvais pas me planter. C'est-à-dire que c'est rattrapable et c'est sauvable. Voilà. Donc t'as quand même une forte conviction que les choses sont possibles, quoi, de base. Mais ça ne peut tenir que sur moi. Et c'est là l'erreur, en fait. Et je me disais, je vais y arriver, je vais y arriver. Je bosse plus, je bosse Sauf plus. qu'en fait, c'est une spirale négative parce qu'en fait, tu bosses plus, tu es plus fatigué, tu as moins de temps de repos. T'es moins créatif. Tu es moins créatif, tu plus en capacité de faire de... Voilà, tu n'es plus dans l'excellence, au contraire. Tu es dans la connerie, en fait, et tu t'enfonces. Et comment Jusqu'au jour, tu as un premier client qui te montre son insatisfaction. T'en as un deuxième qui est pas content parce que t'as pris du retard. T'en as un autre parce que voilà, ça marche pas. Et puis c'est un effet de cascade qui fait que ça devient catastrophique. Et là, tu réalises que tu es en train de te noyer. Et là, c'est un sentiment qui est horrible. C'est horrible. Surtout que c'est ta boîte. C'est ta première boîte. Tu as un attachement émotionnel qui est extrêmement fort. Donc, tu as envie de la sauver. Tu as envie de... Voilà. Mais tu fais que des conneries en restant seul. Et donc, du coup, ça va t'amener à faire faillite. Je revends la boîte pour 1 euro symbolique. Ok. Voilà. Donc, je m'en sors plutôt bien parce qu'il y avait des petits actifs qui étaient sympas avec des technos qu'on avait développés qui étaient sympas. Toi, tu le vis comment au moment où tu t'es débarrassé, entre guillemets, de l'entreprise, tu pars Soulagé, en fait. T'es soulagé. Ouais, à la fin, je suis soulagé. T'es soulagé du truc un peu vicieux, quoi. Ouais, à la fin, je suis soulagé parce que c'était pas tant pour moi. C'était le fait que, en fait, je ne supportais pas l'idée que des personnes étaient mécontentes de moi. Ouais, ça, c'est dur. Que des boîtes étaient insatisfaites, que j'ai pas pu mener à bien ma mission, etc. Parce que voilà, moi au boulot, il faut être dans l'excellence. Et j'ai pas pu être dans l'excellence. C'est dur, mais au moment où je m'en sors, je me dis je m'en sors plutôt bien. Yes. Je me sors plutôt bien, je trouve un repreneur, voilà, 1 euro symbolique, ok, mais donc je me sens soulagé. Et il s'écoule combien de temps entre cette vente à 1 euro symbolique et la création d'IAD ? Il s'écoule 1 an et demi. 1 an et demi. Où là, je reprends un boulot de salarié. Et dans cette année et demie, c'est là où tu vous rencontrez, vous avez Ouais. les idées, vous créez tout ça. Je sais pas si tu as lu le livre qui est vraiment génial de Ray Dalio, Principles. Non. Vraiment exceptionnel ce livre. Tu vois qui c'est Ray Dalio ? Non. C'est en gros un genre de Warren Buffett américain, qui est un des plus gros fonds d'investissement de la planète. Il est multimilliardaire. C'est un des fonds qui est les plus... Ah, Ray Dalio. Ouais. Si, ouais, Ray Dalio. ouais. Il est vraiment brillantissime et donc il a écrit un livre qui s'appelle Principles dans lequel il documente tous les principes qui l'aident à avoir créé cette boîte-là et aussi dans la vie. Est-ce que toi, tu as des questions que tu adores te poser ou que tu adores poser, des manières de réfléchir ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu as apprises avec le temps
Même d'ailleurs, ça peut être des choses aussi sur la relation humaine, hein. Des choses que tu as apprises que tout le monde ne connaîtrait pas, qui peuvent être intéressantes. Le grand principe pour moi, c'est pourquoi. Voilà. Lorsque j'accompagne des start-upers, Pourquoi? c'est pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Pourquoi cette idée? Pourquoi voilà. Et ça, je me rends compte que lorsque tu réponds à un pourquoi, rien que le fait de poser cette question-là, ça amène à beaucoup de choses. Et ça t'aide à décortiquer en fait tout ça. Et moi, le pourquoi, c'est extrêmement important pour moi. Tu vois, on entend beaucoup parler dans l'entrepreneuriat que l'exécution, c'est hyper important. Ouais. Mais c'est un mot un petit peu fourre-tout. C'est-à-dire que du coup, une fois que tu as entendu ça, quand tu es entrepreneur, tu te dis, OK, il faut que j'exécute bien, mais ça veut dire quoi? Tu as des choses qui, pour toi, permettent une bonne exécution quand tu crées une boîte? Au-delà de la vision et du pourquoi et de la mission première de la boîte, si derrière, quand on dit s'il n'y a pas une bonne exécution, ça ne sert à rien. Tu peux avoir la plus grande des visions et la plus belle des idées. Si derrière, il n'y a pas une bonne exécution, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qu'on entend derrière par l'exécution? Pour moi, l'exécution, c'est de permettre la possibilité à un projet de vivre et d'être périn. Et comment on devient périn? C'est en mettant en place des process et être dans l'excellence, tout simplement. Et il faut que les équipes appréhendent tout ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que d'avoir, dès le départ, des équipes qui ont des objectifs et des idées diamétralement opposées. Tu as un objectif, la boîte, elle a une mission, et il faut que chacun aille dans cette direction, tout simplement. Est-ce que tu as des choses au niveau recrutement sur comment remplir ta boîte de gens qui sont brillantissimes? Au départ, on cherchait des gens un petit peu atypiques. Des gens qui rentraient pas forcément dans des cases ou dans des moules, parce que IAD était atypique à l'époque. Et donc, dans les phases de recrutement, moi, je cherchais surtout des gens qui ont faim. Qui ont faim, voilà, et qui ont un petit peu l'état d'esprit d'entrepreneur. Et ça, comment tu le vois? Comment tu le testes dans un échange? Les entretiens d'embauche. Il y a des questions que tu aimes bien poser pour voir. Parce que je me suis déjà fait avoir, entre guillemets, en recrutant des gens où j'ai eu l'impression qu'ils avaient faim. Ouais. Mais ils étaient surtout très bons pour me raconter qu'ils avaient faim. Plus que vraiment faim. Tu as des questions que tu aimes bien poser ou des choses que tu aimes bien explorer pour voir à quel point la personne a faim? Moi, je faisais faire des tests, tout simplement. Ça, je me souviens du directeur marketing d'IAD, qui est toujours en place. Alors c'est moi qui m'étais occupé de son process de recrutement. C'était un test, tout simplement, parce qu'on a eu du lourd, hein, on a eu du très lourd qui se sont présentés. Et le CMO actuel, je lui ai fait pousser un test, je lui ai dit revenez demain et faites-moi une propale pour comment améliorer IAD. Donc tu as demandé ça à tous, ouais. Et tu as comparé à ce que ça donnait. Et tu as vu quoi dans sa présentation qui était différente des autres? Déjà qu'il connaissait très bien IAD. C'est la moindre des choses. Quand tu accèdes à un poste à responsabilité comme CMO, alors dans un premier temps en France, mais je lui ai dit qu'il deviendrait, l'objectif c'était qu'il devienne CMO monde. Donc quand tu as un poste à responsabilité comme ça, tu dois connaître la boîte et te renseigner comme il se doit. Alors que les autres étaient un peu à côté? Et les autres étaient un petit peu à côté. Comprenaient pas encore le modèle, tu vois, du MLM, digital, etc. Et puis les propositions qu'il avait fait pour développer la partie marketing et communication, elles étaient super intéressantes et il avait tapé dans le mille. Hein. Super intéressant. Et c'est ce qu'on a fait faire aussi par rapport à d'autres types de postes, mais faut les tester. S'ils ont faim, ça les fera pas chier. Quand tu as un poste aussi important, ou même dans une moindre mesure, si tu as vraiment envie de rentrer dans cette boîte, même si tu le fais travailler pour le lendemain, il le fera. Et c'est là où il te démontrera qu'il a faim et qu'il a envie de travailler pour toi. Pour toi, quelqu'un qui te dirait c'est mort. Ouais, je suis désolé, mais sinon viens pas. Et pour des profils plus juniors, parce que là on imagine forcément un CMO, c'est quelqu'un qui a une expérience, qui a des méthodes de travail. Un profil plus junior, imaginons, je sais pas, un monteur vidéo, un copywriter, quelqu'un qui gérerait le site web. Quel genre de test tu vas leur donner et qu'est-ce que tu vas observer? Je pense que de toute façon,
peu importe le profil, quand tu te présentes à un entretien d'embauche, tu dois en connaître un minimum sur la boîte ou pour qui tu travailles. Si tu n'as pas fait ce minimum de recherche, je crois que de toute façon, voilà. Enfin, pour moi, c'est incongru d'aller se présenter, parce que j'en ai passé des entretiens d'embauche, c'est incongru de se présenter dans une boîte ou à un entretien où tu connais ni les personnes, ni la boîte, ni le marché, etc. etc. Donc déjà, ça pour moi, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. C'est-à-dire que quand peu importe le poste, si je leur demande de décrire IAD et qu'ils répondent à côté de la plaque, je suis désolé, mais... Game over. Ils appuient sur le bouton et ils sont éjectés. Eh ben, ouais. Non mais vraiment. Ouais. Et après, la question que je leur pose, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, voilà. Même à un junior, tu lui demandes ça. Ah ouais, oui. Et tu vois comment il... comment lui, il pourrait évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le niveau de poste, de toute façon, l'ego rentre en jeu et l'évolution de carrière rentre en jeu de toute façon. Donc qui dit évolution de carrière, dit évolution de salaire aussi et contextualisation aussi. Mais c'est comment lui, il peut trouver sa place et comment il peut nous accompagner, voilà, tout simplement. C'est quoi pour toi un des mauvais conseils qu'on donne trop souvent aux entrepreneurs? Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Je supporte plus. C'est pour ça que je donne très peu d'interviews. Ouais. Je fais très peu de podcasts. Et merci d'ailleurs. Parce que en fait, je ne supporte plus tous ces pseudo-entrepreneurs qui viennent sur les plateaux télé ou qui ont toujours des choses à dire, mais des conneries, et qui sont dans l'affirmation. C'est-à-dire que sous prétexte qu'ils ont un petit peu réussi, ils sont dans l'affirmation. Et c'est la seule voie. Voilà, c'est la seule voie. Et je ne supporte plus tout ça. Et c'est les mêmes que tu vois sur tous les podcasts, que tu vois de temps en temps aussi à la télé, et je ne supporte plus tout ça. Je me prétends être juste un entrepreneur qui a rencontré le succès, mais je n'ai pas la science infuse et je ne prétends pas être un mentor. Voilà. Et je donne mon avis sur certains sujets, mais je n'ai pas la science infuse. Tu peux prendre, tu peux piocher 3 cartes, okay, et tu les retournes une à une. C'est à chaque fois il y a une question sur une des cartes. Je retourne. Vas-y. Quel est le plus grand risque que tu aies pris? Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir lancé ma première boîte tout seul, alors que mon associé m'avait laissé tomber. Et ça a été l'une des plus grandes leçons que j'ai acquises, c'est ne jamais se lancer seul dans l'entrepreneuriat, toujours être bien entouré et accompagné. Trop bien. Deuxième carte. Alors, qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Alors, je dirais qu'il y avait 2 choses, et je parle au passé. Avant, ce qui me poussait, c'était mon histoire, qui fait que j'avais envie de réussir. Aujourd'hui, ce qui me pousse à faire ce que je fais, c'est l'envie de transmettre, parce que, voilà, tout ça pour ma fille, simplement. Elle a quel âge aujourd'hui? La semaine prochaine, elle fête ses 14 ans. Là. Incroyable. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en tant que père que tu veux lui transmettre à ta fille? Alors écoute, moi c'est un petit peu particulier et je prends tout ça un petit peu à rebrousse-poil. C'est-à-dire que je ne force pas les enfants à faire de grandes études. Par contre, la seule chose que je leur demande, c'est qu'un jour ils me disent « Écoute papa, je suis heureux ». Voilà. S'ils me disent ça en travaillant chez McDo, je te jure que je serai le plus heureux des pères. C'est dans le sens qu'ils choisissent vraiment la vie qui les inspire. Je les soutiendrai dans quoi qu'ils fassent. J'ai des amis qui vivent par espèce de procuration parce qu'ils veulent que leurs enfants soient dans les meilleures écoles, dans l'excellence, machin, etc. Et la question que je me pose, c'est est-ce que profondément ces enfants sont réellement heureux? Voilà. Donc s'ils font pas des grandes études, c'est pas grave. S'ils n'ont pas un métier tel que moi je le conçois, qui soit beau, machin, etc., c'est pas grave. Ça, tu le dis régulièrement à ta fille? Ouais. Par contre, s'ils me disent qu'ils sont heureux, je serai le plus heureux des pères. Et être heureux, c'est quoi? C'est pas simplement avoir le plus beau des métiers, être riche, être machin. C'est qu'ils me disent que voilà, elle a trouvé l'homme de sa vie, qu'elle va fonder une famille. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent,
Tu vois, j'en parlais avec Tony Parker, qui, une de leurs peurs, c'est... toi, naturellement, tu as mis de la valeur sur de l'argent parce que tu en as manqué. Et donc, du coup, tu te retrouves régulièrement à avoir l'un des héritiers de personnes qui ont eu de l'argent qui, finalement, s'en fout de l'argent, dilapide tout, etc. En général, ça saute toujours une génération. Et donc, du coup, comment... T'essayes de faire des trucs vis-à-vis de ta fille pour l'éduquer sur l'argent, pour qu'elle apprenne à la gérer, ou tu t'en fous? Moi, j'ai vraiment théorisé tout ça. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, sur le fait que ça allait immanquablement arriver. Et évidemment, je suis extrêmement prudent et je fais très attention. Et le rapport que je lui apprends par rapport à l'argent, c'est que l'argent, ça a de la valeur. Mais que cette valeur-là, elle ne doit pas supplanter tout. Elle sait, évidemment, ce qui se passe par rapport à IAD, etc. Mais elle ne mesure pas l'ampleur de ce que ça peut représenter. Et j'essaye de la préserver le plus longtemps possible par rapport à tout ça. C'est-à-dire que quand on voyage, par exemple, je fais très attention. Vous voyagez pas en business class? On voyage en business, mais de temps en temps, on va voyager en éco pour lui faire comprendre que... Ce que ça donne. Mais réellement. Et elle dit quoi, du coup? Bah rien. En fait, elle est habituée. Elle est habituée. Et quand elle est en business, bah, elle est contente. Et pareil pour les hôtels. De temps en temps, on va dans des hôtels, ça peut être des comment ça s'appelle, Ibis. Alors des Ibis ou un Novotel, etc. Elle ne réagit pas parce qu'elle a l'habitude. Et quand tu le fais, c'est pour elle, c'est-à-dire c'est dans ta tête, c'est pour qu'elle puisse vivre les deux. Ouais. Qu'elle se dise pas, les 5 étoiles, c'est le minimum. Et ce qui est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que pareil pour les fringues, ça va pas être des marques ultra luxe. Hein. Et donc là, si en grandissant, elle te dit, papa, j'aimerais que tu m'offres, qu'est-ce que c'est, je sais pas, une voiture qui pourrait coûter 50 000. Je veux une Tesla. Bah, elle bosse. Mais vraiment, elle bosse. Elle pourra faire ce qu'elle voudra. Par contre, je veux lui donner la fin. Je veux qu'elle ait faim. C'est-à-dire que si elle décide de faire des grandes études, tant mieux pour elle. Si elle ne fait pas de grandes études, c'est pas grave. Par contre, je l'accompagnerai jusqu'à ce qu'elle soit autonome, mais je l'accompagnerai avec le minimum vital. Voilà. Tu veux qu'elle bosse pour pouvoir se payer des choses. Exactement. Mais ça, c'est un vrai sujet. Je sais que pour certains, j'en parle, tu vois, des fois avec des amis. Pour eux, c'est incompréhensible. De quoi? Mais l'état d'esprit que j'ai par rapport au rapport à l'argent et par rapport à ma fille. Mais qu'est-ce qui est incompréhensible, par exemple, pour eux? Parce que pour moi, je trouve ça hyper compréhensible. Moi, j'ai des amis. C'est le côté études. J'ai des amis qui donnent tout à leurs gamins, qui aujourd'hui, sont complètement désœuvrés parce qu'ils ont tout eu et parce qu'ils ont à 16 ans, ils se retrouvent avec 20 000 euros d'argent de poche, etc. C'est horrible. Mais t'en fais quoi de ces gamins-là? Ils deviennent quoi, en fait? Enfin, ils ont plus de rêve. Quand t'as 20 000 euros à 16 ans par mois, sans rien faire. Mais c'est quoi les rêves que tu peux avoir derrière? Tu rêves de quoi, en fait? Enfin, moi, voilà. Après, je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais je me dis, le gamin, qu'est-ce que tu peux avoir comme rêve après ça, quoi? En termes d'éducation vis-à-vis de ta fille, tu mets en place des choses qui, par contre, là, coûtent une certaine somme parce que tu penses que c'est important, ou elle a une éducation, entre guillemets, assez classique? Elle a une éducation assez classique. Après, elle a un prof particulier pour l'aider dans certaines matières. Okay. Après, voilà, elle travaille, franchement, elle travaille très très bien à l'école, ça se passe super bien. Mais d'un point de vue éducatif, on est vraiment, nous, un petit peu à rebrousse-poil, dans le sens où, par exemple, sa maman, elle est beaucoup dans la naturopathie. Donc, elle a été énormément éduquée sur l'alimentation, etc., etc. Donc, tu te rends compte qu'aujourd'hui, elle a pris des habitudes qui fait qu'elle va manger très sainement. Voilà. Pour moi, c'est ça aussi, l'éducation. C'est pas que lié à la connaissance. C'est la connaissance de la bouffe, l'alimentation, c'est le sport, c'est le bien-être, etc. Bien, vas-y, troisième carte.
Alors, quel est le compliment le plus mémorable que tu aies reçu? Ouf. C'est la première fois en 2009, première convention d'IAD. Donc on a fait ça avec des briques et des brocs. On avait loué la salle de restaurant du golfe de Saint-Germain. Ok. Et il y a un des agents qui est venu me voir et qui m'a dit t'as changé ma vie. Wow. C'était le tout premier à me l'avoir dit. Après, depuis, il y a eu d'autres. Ouais, beaucoup de messages de ce genre-là. Mais celui-ci, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça t'a fait quoi? Ça fait chaud au cœur. Là, je me suis dit, ça y est, on est en train d'atteindre... La vision, ouais. La mission. Ouais. Trop bien. Dans un moment où tu es stressé en tant qu'entrepreneur, on a plein de moments, t'en parlais des moments où tu bosses 7 jours sur 7, tu es fatigué, t'es pas bien. C'est quoi, toi, les choses qui marchent le mieux pour toi pour arriver à retrouver de l'oxygène? C'est prendre du recul. C'est-à-dire que je coupe tout. Mais vraiment, je coupe tout. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je fais ça. C'est-à-dire que quand j'arrive plus à être en maîtrise de certaines choses, je verrouille tout. Téléphone Dans le sens, ouais. Plus de réseau, plus de téléphone, et je bouquine, je m'isole. Ça dure une demi-journée. Et là, ouais. tu te réoxygènes, tu reviens à toi. Et je lis, mais je lis pas enfin, j'allais dire des conneries. Des conneries. Je lis au contraire des conneries. Ça, je vais lire des romans policiers qui me font m'évader et couper complètement. Et donc c'est vraiment, tu t'évades et tu vas dans l'histoire. Je t'ai déjà entendu en parler, tu en as parlé un peu brièvement tout le long. Quelle place ça a eu le développement personnel pour toi dans ta vie? Énorme. J'ai réellement découvert le développement personnel en 2000, je crois que c'était en 2007 avec un bouquin de Tony Robbins. Et j'avais même été le voir à Londres. J'avais fait l'UPW. Il y a eu une période où j'étais vraiment à fond, mais aujourd'hui, je prends beaucoup de recul par rapport au développement personnel. C'est quoi les trucs qui te parlent le moins et c'est quoi les trucs que tu gardes? Sur le développement personnel, je crois que on t'apprend à shifter. Mais pour moi, ce que je comprends, c'est que le plus important et le plus puissant, et je l'ai vu de par ma propre expérience, c'est les habitudes que tu vas te créer. Alors, bonnes ou mauvaises, mais c'est les habitudes que tu vas te créer qui font que tu vas changer, que tu vas évoluer. Mais le développement personnel, ce que je lui reproche, c'est qu'elle va t'aider à comprendre ce phénomène pour pouvoir te créer ces habitudes-là. Ouais. Mais ce passage à l'acte, il est compliqué. J'ai jamais encore, même auprès de Tony Robbins, trouvé, tu vois, l'outil qui te permet d'avoir ce déclic pour te créer ces habitudes-là. Donc c'est-à-dire, ce que tu dis, c'est que la personne, elle prend conscience du pouvoir des habitudes, c'est ça? Elle prend conscience du pouvoir des habitudes, mais ça s'arrête là. Et souvent, je l'ai constaté, nous pour IAD, on a fait intervenir énormément de conférenciers en développement personnel, mais je me rends compte que vraiment, ça a un impact, ça prend une journée, et puis le lendemain, c'est déjà oublié. Tu vois. Mais je pense qu'en fait, c'est un peu le problème de la conférence de manière générale. C'est-à-dire que c'est très court, ça peut te créer une prise de conscience comme Simon Sinek qui va t'ouvrir un truc et derrière, tu vas l'utiliser. C'est comme en entreprise, tu peux faire un speech à tes équipes une fois, ils vont oublier. Mais par exemple, si tu parlais de processer, tu peux dire une fois, je me souviens quand j'ai lu un bouquin et il me parlait du pouvoir des process et j'en ai parlé aux équipes, ils m'entendent, ils trouvent ça cool et il se passe pas grand-chose. Par contre, c'est le fait de répéter tout le temps, plus le fait que moi j'en crée des process qui au bout d'un an fait que ça fait partie de la culture et ça devient une habitude et de l'ADN de l'entreprise. Mais je pense que c'est pas le développement personnel qui manque, c'est plus l'industrie qui a tendance à juste donner des idées et pas donner les systèmes qui fait que t'arrives à avancer quoi. Mais ça m'a énormément aidé, moi, dans ma vie, le développement personnel. Ça m'a énormément aidé. Mais je prends maintenant beaucoup de recul par rapport à ça. Parce que je crois que, au bout d'un moment, j'en ai tellement vu, j'ai tellement suivi de personnes, etc., que j'ai réussi à décortiquer un peu le truc et que je peux m'en passer maintenant. Mais je crois que c'est quelque part parce que aussi c'est un peu ancré
en moi, tu vois, à force. C'est une seconde nature un peu, Ouais. c'est à l'intérieur de toi. Ouais. Trop bien. Si tu pouvais manger avec n'importe qui sur cette terre, t'aimerais manger avec qui? Ça peut être plusieurs personnes. Mort ou vivant? Mort ou vivant? Steve Jobs, ça a été vraiment... pour moi, c'est le GOAT. Et t'aimerais lui parler de quoi? Steve Jobs, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on partage le fait qu'on soit orphelins tous les deux. Ouais. J'aurais aimé lui poser des questions par rapport à son enfance aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est son processus créatif, parce qu'il était quand même... Il débordait d'idées, le gars. Ah, Il c'est un était truc quand de même malade. extraordinaire. Et surtout... Il est passé par, il a eu une traversée du désert et il a fait le plus grand comeback qui puisse exister dans le monde de l'entrepreneuriat quand même. C'est extraordinaire. C'est Il clair. a fait une OPA sur sa propre boîte. Il est rentré par la petite porte et il en est redevenu le maître à bord. Et c'est juste extraordinaire. C'est ouf. Et en plus, au début, il revient, il a même pas encore le statut de CEO, il est Non, CEO au début, intérim, il était conseiller. conseiller, puis CEO Il intérim. était conseiller. Il se fait racheter sa boîte pour 400 millions par Apple qui cherchait un nouveau système d'exploitation pour donner un second souffle à Apple. Il se fait racheter et il rentre par la petite porte et il en devient le nouveau boss, quoi. C'est juste extraordinaire. Et en plus, c'est fou. Il y a des vidéos là quand il revient dans Apple et justement quand il parle tu parlais du pourquoi, où il dit on a oublié pourquoi on fait ce qu'on fait. Apple a oublié pourquoi elle fait ce qu'elle fait. On a créé trop de produits. Ouais. On va arrêter 2/3 des produits. On va simplifier. On va revenir à l'essence d'Apple et pourquoi on l'a créé. C'est impressionnant. Ouais, c'est juste, il est incroyable. Après, Elon Musk, je pense, parce qu'il est quand même... Alors, pour une autre raison. Alors, pour moi, je ne le considère pas comme le GOAT, Elon Musk, même si il est brillantissime, mais c'est quand même assez incroyable dans le sens où le gars, ok, il est cofondateur de PayPal, il réinvestit tout ce qu'il a gagné en revendant PayPal, mais c'est surtout, je me dis, mais il a quand même réussi à refaire l'histoire, le gars, quand même. C'est quand même incroyable. Parce qu'il n'est pas cofondateur de Tesla. Il investit dans Tesla, il vire le fondateur, il en prend les rênes. Il n'est pas fondateur de SpaceX. Il vire les fondateurs, il en prend les rênes. Enfin, tu te dis, il arrive quand même à refaire l'histoire. Il est brillant, il n'y a pas de souci. C'est le côté refaire l'histoire? Ouais, je pense que la discussion, elle serait intéressante. Ouais. De quoi, avec lui? Avec lui, ouais. De lui dire, mec, t'as pas créé Tesla et SpaceX. Après, ouais, il y a des personnages comme... après, pas forcément entrepreneur, mais Martin Luther King. Ça t'a inspiré? Ouais, vraiment. Ah ouais? Vraiment, son combat, il était extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est quoi? C'est via la vidéo? C'est des choses que t'as lues? C'est des choses que j'ai lues, mais surtout... à une époque où il n'y avait quasiment pas de télé, le gars, il réunit des millions de personnes c'est dingue. Lors d'un discours mémorable. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pub, il n'y avait pas d'affiches, machin, etc. On vient de toutes les États-Unis. Les gens savaient qu'il allait y avoir ce fameux discours, tel jour, telle heure. Non, c'est ouf. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est quoi qui t'a inspiré chez lui? Sa persévérance. Sa persévérance, parce que c'était pas facile. Il a rien lâché. Et il y croyait. Il croyait dans ce rêve qu'on pouvait vivre de manière égaux. Et voilà, sa persévérance, elle était incroyable. C'est marrant, ça symbolise un peu tout ce que t'as dit, quoi. Avoir un rêve et persévérer. Ah non, mais il était extraordinaire, ce gars. Puis il était brillantissime. Tu savais que le I Have a Dream, c'est plus ou moins une impro de dernière minute, tu savais? Ouais. C'est dingue, ça. Ouais. Et il y a je sais plus qui est à côté de lui. Et c'est l'un des discours les plus marquants. Ouais, je pense le plus marquant. Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un à côté de lui qui le connaît, qui lui murmure dealer pour le rêve, dealer pour le rêve. Et là, il prend le papier qui est à côté, qui était un brouillon qu'il avait écrit, je crois, quelques heures avant, ou la veille, et il lâche le discours préparé.
et il part sur I have a dream, parce que souvent on voit que la vidéo I have a dream, mais en fait le discours il a démarré bien avant, c'est vraiment une partie où il part complètement Ah mais j'avais lu sa biographie, c'est il fou. est extraordinaire ce gars. Ouais, c'est fou. Merci Jérôme en tout cas. Merci à toi. Et c'est C'était un super plaisir. inspirant, effectivement, l'énergie que tu as quand tu parles de la détermination là. On voit que ça vient du fond des tripes. C'est gentil. Trop bien. Merci à toi.